Tous les conseils de l'immobilier avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Bonsoir à tous, spécial immobilier ce soir sur Canal 32. C'est devenu un rendez-vous clé du secteur sans faire de mauvais jeu de mots. Avec nos invités, on va tenter, et on va même plus que tenter, on va comprendre les enjeux du marché immobilier au bois avant de se lancer dans la vente ou dans l'acquisition d'un bien. Regardez ce qui vous attend dans le sommaire. Dans cette émission spéciale, nous évoquerons d'abord la conjoncture auboise grâce au bilan annuel des notaires. On s'intéressera au prix moyen des biens achetés et vendus l'an dernier dans le département. Place ensuite aux astuces et conseils pour bien vendre votre appartement ou votre maison. On dit souvent que tout se joue dans la première minute, alors comment faire? Et puis un focus sur une particularité auboise immobilière, le pan de bois. La touche charme de ces habitations en est-il vraiment un au quotidien? On verra ça avec des professionnels dans la troisième partie de cette émission spéciale immobilier. Avec nous pour parler de tous ces sujets, on va commencer avec deux notaires, Maître Bellet et Maître Château. Bonsoir, vous faites partie de la Chambre départementale des notaires dans l'Aube. Alors on va commencer par un chiffre, messieurs, si vous le voulez bien. Un chiffre, c'est 146 600 €. C'est le prix moyen de vente, vous le savez bien, d'une maison ancienne dans l'Aube, l'an dernier, en 2011. Maître Thierry Bellet, vous êtes vice-président de la Chambre. Qu'est-ce qu'il faut en déduire, ce prix-là? Est-ce qu'il est en augmentation, en baisse? C'est un prix qui est bon, pas bon? Qu'est-ce que vous en déduisez? Alors, il ne faut pas en déduire grand-chose parce que le prix moyen d'une maison n'est pas comparable avec le prix moyen d'un appartement ou le prix moyen d'un terrain où là, on va avoir une signification pour l'ensemble du marché. Le prix moyen d'une maison, c'est plutôt un seuil de résistance pour trouver facilement ou non un repreneur. On sait qu'au-delà de 200 000 €, par exemple, on va avoir du mal à trouver un acheteur. Donc, autour de 140 000, 150 000 €, les biens de qualité normale vont se vendre de façon assez fluide. Au passage, c'est quoi une maison ancienne? C'est quoi? C'est 3 pièces, 90 mètres carrés? Oui, c'est un peu le profil type. Bon, une maison ancienne, dans les statistiques, c'est une maison qui a plus de 5 ans, hein, qui n'est plus neuve. C'est une maison qui peut être située n'importe où, aussi bien en centre-ville qu'à la campagne. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ce chiffre moyen avec beaucoup de recul. Il n'est pas forcément significatif dans toutes les zones géographiques. Bon, c'est un chiffre qui augmente peu, mais qui augmente quand même. Quelles sont les explications, Maître Chaton, par rapport à cette augmentation en 2011 ? L'augmentation en 2011 fait suite à une petite baisse que nous avions connue lors des années précédentes. On ne peut pas dire que l'augmentation est énorme, puisque l'augmentation pour les maisons anciennes dans le département de l'Aube, elle est de 4,9%, mais nous avions connu une baisse au cours des années 2009 et 2010. C'est un rattrapage, finalement. Donc on rattrape effectivement un peu les prix, on peut parler de relative stagnation. Est-ce que l'Aube, malgré tout, reste un département bon marché, compte tenu de l'étude que vous avez publiée, hein, donc fin mars, l'étude des notaires, étude annuelle? Est-ce que c'est encore un département où il est possible d'acheter aujourd'hui par rapport aux autres, Maître Bellet? Oui, oui, tout à fait, puisque quand on regarde les départements voisins, et notamment la Marne, le prix moyen, que ce soit des maisons ou même le prix moyen du mètre carré, reste assez inférieur à ce qu'on peut constater dans la Marne, voire dans la Seine-et-Marne. Et le marché troyen reste encore attractif sous cet angle-là. Il y a une réserve de plus-value assez régulière qui existe. D'ailleurs, on le voit quand on regarde l'évolution des prix sur 10 ans. On a quand même, sur 10 ans, des prix qui augmentent significativement, 75% pour les appartements, 80% pour les maisons. Donc l'investissement reste un bon investissement sur le long terme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas attractif, ce département, pour que le prix des maisons ne monte pas autant que dans la Marne, par exemple? Il est peut-être attractif, mais il n'est pas spéculatif. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir cet effet parisien où on va mettre n'importe quel prix parce qu'il faut absolument être logé et on va acheter à n'importe quel prix en se disant dans 10 ans, je retrouverai mon investissement et il n'aura rien perdu. Du côté des appartements, on apprend aussi quelque chose d'intéressant dans votre étude, c'est que le prix du neuf est 2 fois plus élevé que le prix de l'ancien. Par contre, les appartements neufs ont pris 20% de leur valeur en 5 ans, justement. Comment on peut l'expliquer ça? Est-ce que il faut acheter du neuf aujourd'hui? Si on a les moyens, évidemment.
Le prix du neuf est relativement élevé, c'est justifié par le coût du foncier, c'est justifié également par le coût de la construction, qui est un petit peu le même partout, que vous construisiez à Troyes, à Reims ou à Dijon, le coût de la construction est à peu près le même. Et le marché du neuf a été tiré de toutes ces dernières années par les aides à l'investissement qui ont été donc accordées par le gouvernement. Je pense notamment à l'investissement Sellier, dont on risque de voir la fin au cours de l'année 2012. L'investissement dans le neuf reste relativement intéressant dans la mesure où il est plus facile, quand vous voulez louer, de louer un appartement neuf que de louer un appartement ancien. Et sur Troyes et l'agglomération troyenne, il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'immobilier neuf qui se louent facilement, alors que quand vous avez des appartements anciens un petit peu plus dégradés, c'est plus difficile à louer. Alors vous vous demandez peut-être si vous, qui nous regardez, pouvez acheter ou pas une maison, si vous êtes dans le profil type des acheteurs. Eh bien, la réponse est juste après la pub. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau de cette émission spéciale immobilier. On s'intéresse maintenant avec nos deux invités au profil des acheteurs, des acquéreurs. Maître Thierry Bellet, est-ce qu'il existe un profil type de l'acquéreur au bois pour l'année 2011, par exemple, puisque vous venez de publier cette enquête sur ces statistiques-là? Non, mais il y a, selon les produits, des intervenants plus ou moins importants sur tel ou tel produit. Donc on remarque notamment que les professions intermédiaires et les cadres supérieurs vont être davantage acquéreurs dans le neuf, tout simplement pour défiscaliser une partie de leurs revenus. À l'inverse, les employés, les ouvriers vont être plus actifs soit dans l'ancien, soit dans l'achat de terrain à bâtir, puisque ça permet d'atteindre un coût moindre dans la mesure où soit on est autoconstructeur, soit on est autofinisseur. Hein, on achète une maison qui n'est pas complètement terminée, on la termine soi-même, donc on a des coûts qui sont moins importants. Il y a une deuxième tendance importante à noter, c'est que la plupart des acheteurs sont originaires du département, voire de la commune. Il y a 80% des acheteurs environ qui sont originaires du département, 30-35% qui sont originaires de la commune, donc une espèce de stabilité que l'on observe. Et il n'y a guère que dans le nord-ouest du département, dont on parlait tout à l'heure, avec des franciliens qui reviennent soit dans le Nogentais, soit un petit peu dans le Pays d'Aude, puisqu'ils représentent respectivement 25% des acquéreurs dans le Nogentais et 10% dans le Pays d'Aude. Est-ce qu'on a une idée de l'âge des acquéreurs moyens? Est-ce que ce sont des primo-accédants ou est-ce que c'est des gens qui ont déjà une situation, qui ont déjà un bagage financier au moins? Non, il n'y a pas un profil type de l'acquéreur. Par contre, il y a une chose qui est remarquable, c'est que la part des acquéreurs de moins de 30 ans diminue de 2%, alors que la part des acquéreurs de plus de 60 ans augmente de 2%. Les acquéreurs de moins de 30 ans, on peut penser qu'ils sont dans une situation instable, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan personnel. Il y a aussi beaucoup de séparations qui font que on ne rachète pas tout de suite une maison, on va plutôt vers la location pendant un certain temps. Donc ça c'est pour la partie profil type de l'acquéreur. Est-ce qu'il y a des parties du département maintenant qui sont à la mode clairement aujourd'hui, Maître Chaton? On ne peut pas parler vraiment de mode. Le département de l'Aube est un département dans lequel on réalise essentiellement des ventes de résidences principales. Des ventes de résidences secondaires, il y en a relativement peu, sauf effectivement dans le pays d'Aude, qui attire un petit peu les franciliens. Troyes et l'agglomération marchent bien. C'est le côté pratique qui séduit toujours. Essence, carburant aussi. Voilà, tout à fait. On se rend compte aujourd'hui que ça devient quand même un petit peu plus difficile de vendre une maison qui est à 10-15 km de Troyes, parce que compte tenu des problèmes que vous évoquez, les déplacements en voiture, le coût du carburant, les gens hésitent un petit peu à se déplacer. L'année à venir, on risque d'avoir un petit peu plus de difficultés encore à vendre tout ce qui est un petit peu éloigné du centre-ville et que tout ce qui est Troyes et proche agglomération continuera, à partir du moment où les produits sont de qualité, ça continuera à se vendre relativement correctement. C'est pour ça qu'une région comme la région des Lacs est en diminution, a été en diminution en tout cas en 2011 ? Je pense qu'on peut l'expliquer comme ça, parce que dans la région des Lacs, il y a quand même relativement peu de résidences secondaires. Il y en a un petit peu, mais ça ne constitue pas le gros du marché. Il y a beaucoup de Hauts-Bois qui habitent effectivement dans la région des Lacs, ou des gens qui viennent travailler à Troyes et qui font des déplacements tous les jours et qui aujourd'hui se rendent compte que c'est quand même un petit peu coûteux. Ça nécessite souvent 2 voitures. Après, il y a des problèmes d'enfants, d'activités. Entre le judo et la danse, faire les allers-retours en permanence, c'est pas facile. Alors on va prendre maintenant la longue vue, les jumelles ou la boule de cristal. On va s'intéresser rapidement aux grandes tendances pour 2012. Maître Thierry Bellet, vers quoi on va? Est-ce qu'on va vers une chute,
de la vente vers un marché compliqué. C'est déjà avec la présidentielle un peu une situation d'attentisme. Est-ce que ça va perdurer? Qu'est-ce que vous en pensez pour 2012? Alors la prédiction, c'est un art difficile. Hein. Mais là, on a une prédiction vraiment sérieuse. Alors, oui, sérieuse, d'autant plus si on veut être sérieux. Donc la tendance, si vous voulez, c'est de dire que 2011 a été une bonne année parce qu'il y a eu beaucoup d'anticipation pour des raisons fiscales. Donc 2012, on le sait, va être une moins bonne année. On peut lire ici et là qu'on s'attend à une baisse des prix et à une baisse des volumes, à la fois prix et volume, c'est-à-dire une mini-crise, mais qu'on annonce moins sévère qu'en 2008-2009. Bon. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les bons secteurs, les bons produits ne devraient pas perdre de valeur. Donc il y a toujours des valeurs refuges dans certains secteurs de Troyes ou dans certains secteurs du département. Après, bon produit, c'est relatif comme terme, mais bon, on comprend un peu ce que c'est. Le produit de qualité qui est à son prix, qui n'est pas spéculatif, qu'on n'imagine pas revendre beaucoup plus cher dans 5 ans. Ça, c'est un produit qui, normalement, doit trouver preneur du moment qu'il est mis en vente à un prix raisonnable. Donc le marché, sous cet angle-là, devrait rester relativement stable. Par contre, tout le reste, et notamment l'investissement dans le neuf, sans mesure d'accompagnement fiscal, risque de subir une crise assez importante. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour vos conseils, vos avis d'experts. On va s'intéresser, Damien, dans la deuxième partie, à la vente de maisons ou d'appartements. Rendez-vous avec des agents immobiliers dans quelques instants. À tout de suite. Deuxième partie de cette spéciale immobilier sur Canal 32. Comment bien vendre son bien? C'est la question qu'on va poser ce soir à nos invités, après les notaires, les agents immobiliers. Avec nous, Nicole Vernier de l'agence Jean Jaurès Immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Marc Gueller, bonsoir. De l'agence Gueller, bien sûr. Et puis vous êtes aussi président de la FNIM dans l'Aube. Alors, une question d'abord. Que faut-il penser de ces conseils qui fleurissent, notamment sur le petit écran, ailleurs, et également du relooking de sa maison pour bien la vendre? En clair, est-ce qu'il faut repeindre tous les murs en blanc? Est-ce qu'il faut se meubler suédois pour bien vendre sa maison, Nicole Vernier? Ça vous agace, je crois, Nicole Vernier. Un petit peu. Alors pour quelle raison? Un petit peu parce qu'on oublie le nécessaire, enfin ce qui est impératif, c'est déjà que le bien soit dans une bonne situation en termes d'environnement, en termes de quartier, qu'il ait été ensuite bien commercialisé, c'est-à-dire par un professionnel qui a fait une estimation sur son expérience et sur ses compétences. Et enfin, il est évident que des conseils simples que l'on peut donner, c'est bien sûr qu'il faut aérer les pièces, qu'il faut qu'elles soient présentables et rangées, mais de là à voir, comme on le voit partout maintenant dans les émissions, des intérieurs standardisés avec un parquet de telle sorte, une salle de bain de telle autre. Non, c'est pas ça qui fera vendre. C'est la première impression qui est importante, mais l'impression, elle est d'abord sur la netteté, sur la propreté, sur le fait que le bâti et l'intérieur sont bien entretenus. Est-ce qu'il faut dépersonnaliser aussi sa maison ou son appartement lorsqu'on le cherche à le vendre? Enlever les photos de famille, clairement, par exemple, lors d'une visite? Enlever les vélos, enlever tout ça? Alors, il vaut mieux que l'intérieur ne soit pas trop encombré. Que les acquéreurs puissent se rendre compte un peu de l'espace et de la superficie des pièces. Un papier peint ou des couleurs neutres seront souvent mieux interprétés par un acquéreur qu'un papier des années 70 avec des grosses fleurs, par exemple. Nicole Vernier, on dit que tout se joue lors des visites dans la première minute de la visite. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que non? Au contraire, même si quelqu'un a vu 3 fois la maison, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'acheter et que ça ne va pas se faire. Je pense que dans la première visite, l'acquéreur, surtout le potentiel acquéreur, va se sentir bien ou pas dans la maison. Et quand on achète un bien, effectivement, la première impression est déterminante. Et si on se sent bien, on reviendra voir, on verra d'autres paramètres, peut-être manquants par rapport à sa fiche de recherche, mais on reste quand même implicitement sur « je me vois vivre dedans » ou « je ne m'y vois pas ». Ça, c'est vraiment l'impression de départ. Aujourd'hui, il vaut mieux vendre un appartement ou une maison bien située et puis avec quelques travaux à faire, ou alors une très belle maison mais mal située? C'est plus facile de vendre quoi aujourd'hui, Jean-Marc Gueller? Certainement la première, une maison bien située avec quelques travaux. Après, ça dépendra effectivement du budget de l'acquéreur. Mais effectivement, le plus important aujourd'hui, c'est l'emplacement. On a d'ailleurs beaucoup moins de ventes dès qu'on sort de l'agglomération, puisqu'il y a beaucoup moins de dessertes pour les occupants, que ce soit les enfants ou les adultes. Il y a aussi un petit peu la peur de l'augmentation de l'essence.
puisque les trajets sont plus longs. Et par contre, il y a un phénomène assez récent et qui se développe de plus en plus, c'est de faire attention. Et là, il y a 70% des acquéreurs à peu près qui mettent ça dans les premiers critères. C'est l'isolation, le Grenelle de l'environnement, les dépenses énergétiques. Le fameux DPE, voilà. Diagnostic de performance énergétique. Alors, un exemple concret justement de ce qui se vend plutôt rapidement aujourd'hui. On va aller à Saint-André-les-Vergers dans un appartement qui est vendu 170 000 €. Alors, on va voir les images et puis vous nous direz tout à l'heure si ça va vraiment partir vite et pour quelles raisons. Regardez. Nous sommes à Saint-André-les-Vergers, 38 rue Charles Baltet, dans un appartement traversant d'une centaine de mètres carrés qui devrait se vendre relativement rapidement, qui bénéficie d'une double exposition, de 3 chambres, un bureau, d'une buanderie et 2 terrasses, enfin deux loggias, une orientée à l'est et l'autre à l'ouest. Nous sommes situés au 2e étage et le prix est de 177 000 €. Et on peut emménager dans cet appartement dans l'état où il se trouve. Les éléments de décoration resteraient vraiment des goûts très très personnels. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on a également une cuisine qui est entièrement équipée. Meubles haut, meubles bas, électroménager, propre et lumineuse. Ça reste de bon goût relatif. Je pense que c'est plutôt un couple qui quitterait une maison, qui viendrait habiter dans ce type de logement. Alors pour quelles raisons ce bien va-t-il se vendre rapidement? Réponse tout de suite après la pub. Voilà, retour sur le plateau de cette spéciale immobilier avec les agents immobiliers. Cette fois-ci, on a vu juste avant la pause un reportage sur un appartement à Saint-André-les-Vergers qui devrait se vendre plutôt rapidement et plutôt bien. Mise à prix 170 000 €. Jean-Marc Geller, pourquoi, alors selon vous, cet appartement va se vendre plutôt rapidement, plutôt bien? Sur quels critères? Alors déjà, le critère du quartier et de l'accessibilité, puisqu'on est bien placé en termes de proximité des commerces, des écoles au collège de Saint-André. On a la ligne de bus qui passe pas très loin. C'est un appartement a priori familial puisqu'on a 3 chambres, on a des stationnements privés, donc il y a au moins 1 voire 2 places de stationnement pour cet appartement. Et puis c'est une résidence bien entretenue qui bénéficie en plus de 2 terrasses. Donc j'ai l'impression un grand séjour, donc à un prix qui paraît assez correct. Donc ce bien est affiché à 170 000 €. En tant que vendeur, comment on fait pour fixer un prix? Est-ce qu'il faut croire les agents qui viennent vous voir? Peut-être qu'ils cherchent à avoir tel ou tel mandat, non, Nicole Vernier? Plutôt que le mandat, moi je pense qu'il faut chercher la bonne estimation pour une raison simple, c'est que si on n'arrive pas à convaincre le propriétaire de la justesse de ses arguments quant à la somme de mise en vente, on n'arrivera pas à vendre le bien dans de bonnes conditions. Et si le propriétaire fait appel à nous, c'est d'abord et surtout pour qu'on puisse lui donner des vrais éléments d'une estimation professionnelle. Est-ce qu'on peut quand même se faire des idées de prix avant d'aller voir des agents? Personnellement, avec les sites internet qu'on trouve, alors on peut citer Le Bon Coin par exemple parce que tout le monde y va, mais est-ce que c'est quand même une méthode intéressante pour se faire une idée du marché? C'est une méthode intéressante pour un balayage global de marché. Et après, comme tous les prix au mètre carré sont faits sur des moyennes générales avec des disparités très importantes de situation de biens, de surface, de qualité de bâti, c'est quand même très difficile pour quelqu'un qui n'est pas du métier d'en déduire une moyenne fiable. Parce que les moyennes, on sait bien qu'il y a tout ce qui sort de la moyenne au-dessus, en dessous. Hein. Donc moi, souvent, les gens viennent me voir en me disant « j'ai vu sur Internet que… » quand même dans 90% des cas, ils sont quand même pas tout à fait sur la même fourchette lorsqu'on visite leurs biens. Et là, ça fait mal, j'imagine. Voilà. Parfois. Est-ce qu'il faut inclure dans son prix de vente souhaité, en tout cas, les travaux qu'on a engagés, le montant des travaux qu'on a engagés dans son appartement, dans sa maison? Je pense pour la maison, les huisseries, la chaudière. Pour les appartements, le prix est peut-être d'un ravalement de façade. Est-ce qu'il faut les inclure forcément dans le prix de vente, ça? Les travaux qu'on a réalisés ou les travaux qu'il faut réaliser? Qu'on a réalisés,
ça dépend depuis quand on est propriétaire. Il n'y a pas de règle, on est vraiment en fonction d'un prix de marché. Malheureusement, il y a des gens qui ont acheté à une certaine époque et qui n'arriveront pas à revendre au même prix aujourd'hui. Pour d'autres, par contre, le problème des travaux se posera moins puisqu'ils ont acheté peut-être il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et de toute façon, on sait qu'à long terme, l'immobilier est toujours sur un phénomène de hausse. Donc des gens qui auraient acheté à cette époque-là seront sûrs de réaliser une plus-value, même s'il y a des travaux à réaliser. Et parfois, il faut faire une croix définitive sur la plus-value. Quand on parle d'immobilier, il ne faut pas rêver non plus de se faire de l'argent avec une maison. Nicole Vernier, on peut dire ça? Je pense qu'il y a eu des phénomènes d'aller-retour un peu lucratifs à une certaine époque où il y a eu un emballement général des prix. On n'est absolument plus du tout sur ce rythme-là sur le marché actuel. Il faut accepter de se dire qu'on ne peut pas faire des écarts de prix, même avec des travaux sur du court terme. Il faut rester minimum 5 à 7 ans pour avoir des retours qui commencent à être un peu mieux qu'un équilibre. Avant de se quitter, un seul conseil, s'il fallait en donner un, pour bien vendre son appartement ou sa maison, Jean-Marc Gueller? Alors faire attention justement aux sites de particulier à particulier, puisqu'on voit souvent que dans ces sites, et je ne donnerai pas de nom, mais tout le monde les connaît, on a un problème de prix, c'est-à-dire que bien souvent les annonceurs ont fait appel à un agent immobilier pour estimer leurs biens. Ils ont souvent trouvé que ce prix était inférieur à leur estimation et donc ils essayent quand même de vendre au prix que eux se sont fixés. Et d'un autre côté, l'acquéreur pense qu'il va réaliser une bonne affaire puisqu'il n'y aura pas d'honoraires d'agence à payer. Ne pas rêver, ça pourrait être ça un peu le mot de conclusion, ne pas rêver avec ce prix de maison. Non, vraiment chercher le juste prix. Là, je corrobore les propos de M. Galler, tout à fait. Hein. Le juste prix, il ne faut pas rêver. Ça fait penser à des émissions, mais voilà, ce sera peut-être la conclusion de cette deuxième partie consacrée à l'immobilier. La suite, ce sera une originalité au bois, ce sont les maisons à pans de bois. Ce sera tout à l'heure dans la suite de cette spéciale immobilier. Merci beaucoup à vous et à tout de suite. Investit et rénove pour vous au cœur de Troyes des bâtiments de caractère typiquement champenois.